26 septembre 1984. Nuit après nuit, depuis quelques semaines, je revis ma dernière existence sur la Terre avec des détails d'une précision surprenante. Je ne peux rien dire car c'est trop personnel. Ma mère actuelle était également ma mère dans cette dernière vie, et probablement en beaucoup d'autres. Et je retrouve d'autres personnages. Mais c'est la précision presque minutieuse des détails qui est étonnante. Je ne croyais pas que ces choses se préservaient avec tant d'exactitude matérielle. Pas amusant, mais instructif. Et alors je comprends la puissance des choses qui se répètent. Je comprends aussi beaucoup d'agonie. Quand on descend là-dedans, on ne dénoue pas seulement les fils d'une vie, mais de plusieurs vies. Et alors ça fait très mal. The pleasant growths start away from their roots. On n'ose jamais dire que l'on est arrivé au bout. Le bout, c'est sûrement des millions d'années derrière et des univers oubliés. C'est-à-dire que, pratiquement, la vie actuelle, au lieu d'être une mince petite bande cinématographique qui se déroule sur une seule ligne, est faite d'un certain nombre de films superposés. Et chaque image actuelle aussi contient derrière ou dedans une quantité d'images presque similaires. Et alors, tout prend une intensité et une profondeur singulières, une puissance singulière. Je savais tout cela et j'avais vu autrefois beaucoup d'images de vie passée. Mais maintenant, on dirait que je revois presque la matérialité quotidienne détaillée des existences passées, ou en tout cas de la plus récente. Autrefois, j'avais vu quelques-unes des grandes images ou des grands moments de certaines vies passées, mais maintenant, ce qui me frappe au point de l'étonnement, c'est la banalité de micro-détails tout à fait quotidiens et de micro-événements, ou plutôt incidents, qui auraient pu se passer juste au coin de la rue d'hier. Mais des détails qui ont toujours un contenu psychologique. Et alors on comprend la puissance qui pousse certaines toutes petites réactions ou tout petits actes d'aujourd'hui. On comprend la mémoire de l'âme ou la mémoire du cœur ou même la mémoire de l'intelligence supérieure, mais cette mémoire tout à fait matérielle, physique, c'est tout simplement étonnant, sinon ahurissant. Je ne peux pas donner d'exemple, car cela révélerait trop de choses qui ont été si désastreuses dans ces vies-là. Mais alors je comprends si bien ce malheur, entre guillemets, qui habitait mon cœur d'adolescent. Je comprends aussi, au fond, pourquoi mère a dit celui-là. Il fallait qu'il y ait eu tous ces malheurs empilés, pourrait-on dire, tous ces désastres empilés, pour qu'un homme, au moins, comme un représentant de tout le malheur humain, veuille désespérément en sortir par la vraie porte, trouver la vraie guérison, trouver la vraie vie, enfin. Il fallait quelqu'un qui en ait vraiment assez d'être un homme. Et on ne peut pas faire cela sans une puissance d'amour qui soit égale à cette puissance de malheur. Au fond, en me flanquant dans les camps de concentration à 20 ans, on est allé tout de suite à la racine. J'ai mis 41 ans à tirer cette racine-là. Et alors il me vient une telle gratitude pour Mère et Sri Aurobindo, parce qu'il y a Mère, il y a
Sri Aurobindo. La terre ne sait pas ce qu'elle leur doit. Après-midi. Cette grande houle de feu qui se gonfle et monte et se déroule lentement le long du corps, traverse le cerveau, puis se répand, s'étale, et tout cela dans une immobilité de silence totale de toutes ces myriades de cellules. C'est un miracle, majuscule, d'impossibilité possible. C'est un phénomène divin, lettre capitale. Rien ne bouge dans les cellules. Les cieux immenses pourraient crouler sur elles qu'elles ne bougeraient pas. C'est miraculeux. C'est le divin. Pour elles, il y a simplement, en lettre capitale, le divin. Alors où est le problème? Où est la difficulté? Où est le... C'est le divin, en lettre capitale. C'est simple. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais c'est formidable et simple pour le corps, les cellules. Cela dépasse toute compréhension. Je crois que s'il y avait la moindre compréhension, entre guillemets, quelque part, le corps éclaterait. C'est-à-dire, en lettres capitales, rien, rien, rien n'enferme. Et tout cela avec ou depuis l'euthanasie de ce MM. Pour ne pas me répéter toujours, on pourrait appeler cela le phénomène de feu ou le phénomène divin. Je ne sais pas où ça conduit, mais on sent bien que c'est le commencement de quelque chose, un commencement terrestre. Soir. Pour les cellules, sous leur cocon de mensonges et de mort, il n'y a que le divin qui arrive, il n'y a que lui. Alors, où est le problème, entre guillemets? Mon perroquet observateur regarde tout cela avec de grands yeux médusés. Je vois qu'il y a absolument un ordre et une méthode, une séquence divine dans le déroulement de l'expérience depuis 28 mois, point d'exclamation entre parenthèses. La nouvelle géographie m'échappe encore, mais il suffit de la vivre. On fera la carte après. Il y a un épuisement si fort dans le corps. C'est peut-être le nettoyage de ces innombrables petits cocons de mort? Point d'interrogation entre parenthèses. Plus tard, je ne sais pas si l'on peut faire que les choses soient dissoutes, mort, karma, malheur, mais on peut les changer de sens, comme la marée qui se renverse. Elle n'est pas dissoute, mais elle change de sens et de direction de puissance. C'est la même chose, dans un autre sens. Il y a de grands malheurs qui ne peuvent se changer qu'en amour pur, parce que le divin est au fond de tout et surtout au fond du noir absolu. Mais non, il n'y a que le divin qui est absolu, le noir ne l'est jamais. C'est facile à dire, il faut le faire. Il y a aussi la lumière blanche de mer. Tout est gracieux. Le mal, entre guillemets, c'est de ne pas trouver la grâce de chaque chose. Les procédés de la nouvelle évolution seront moins douloureux. Le nouvel amphibien, c'est celui qui a changé l'asphyxie en poumon. Je suis encore ébranlée par ce que j'ai vu cette nuit. Ce n'est pas l'image qui compte, mais la puissance de vibration contenue dedans. Et c'est ce contenu vibratoire
qui donne une présence comme si c'était arrivé hier ou ce matin même, alors que cela s'est déroulé il y a un siècle ou davantage. Les empreintes, ce ne sont pas des images ni même des faits, ce sont des vibrations dont l'image et les faits sont la traduction ou la conséquence. Tout cela m'ouvre des horizons sur la constitution de la matière humaine et ce qui la différencie de la matière animale, pourtant scientifiquement la même. Il est trop tôt pour en parler. Nous n'avons pas amélioré la matière, nous l'avons durcie. Mon MM est en fait une découverte plus importante que toutes leurs molécules d'ADN. Découverte, il faut découvrir. C'est peut-être bien l'antidote de l'ADN. Il faut sortir de tout ce fatras scientifique et magique et maléfique qui nous emprisonne. Là où il y a une brique, ils mettent du béton. Il faut sortir du vieux malheur humain. 27 septembre 1984. Un très étrange silence corporel, immobilité corporelle, qui n'est pas la mort et qui n'est pas le sommeil, comme si le corps ne se situait nulle part. C'est seulement l'idée que j'en ai, ou le perroquet observateur, qui situe cela et dit « c'est moi là ». Mais pour le corps même, c'est très très étrange. Pas une vague, rien. C'est très curieux. Je n'ose pas développer. D'habitude, le corps a une certaine conscience de lui-même qui lui donne une cohérence ou une cohésion. Il y a un habituel réseau vibratoire qui fait beaucoup de bruit. Là, rien. Je ne sais pas, ça a duré 1h45. C'est peut-être une sorte de transparence corporelle. Et ce n'était pas voulu, pas cherché, c'est devenu comme cela. Après-midi. La marée de feu continue, plus dense, si c'est possible. Le passage dans le cerveau est difficile. On a l'impression d'être en proie à un tremblement de terre, comme si le corps était la cheminée d'un volcan. Quand ces masses denses se mettent à rouler, soulever le corps, puis pousser à travers le cerveau, c'est difficile. Aucune peur, aucune réticence, rien. Ce MM est mort, disparu, aboli. Mais probablement les cellules cérébrales doivent être plus rigides que les autres. Et alors, au contraire, tout le corps sentait « Ô Seigneur, tu viens dissoudre la vieille misère. » Un don total, partout. C'est encore plus dense qu'hier, surtout dans le cerveau. Je me demande si l'on n'est pas en train de dissoudre le cocon noir des cellules cérébrales. On se retrouverait vierge. Ce serait merveilleux, de la matière vierge. Mais c'est merveilleux. C'est comme un miracle vécu. Plus rien ne craint dans le corps. Tout est possible, en italique. Je ne sais pas quelle est la différence entre le phénomène du torrent bleu et cette marée de feu. C'est peut-être la même chose, je veux dire la même source, mais en plus dense. Peut-être que l'un préparait le passage de l'autre. Je ne sais pas. Ce doit être la même puissance, mais plus compacte, plus massive. Peut-être que c'est l'approche de la masse solaire. Soir. Mon rêve, entre guillemets, d'hier, vie passée. Ô Seigneur, quand est-ce que je pourrai regarder tout cela avec des yeux sans chagrin?
En géologie, on vous dit qu'il y a la lithosphère, puis en dessous la pyrosphère. C'est peut-être quelque chose comme cela. C'est peut-être le puits de miel sous le roc dont parlent les Védas. Le miel est chaud. Ma douce vient de faire un très intéressant petit dessin, entre guillemets, sans rien savoir. Note de bas de page, tous les petits dessins de ma douce ont une réalité profonde. Ce dessin est page 470. Ouh, cette prème ressemble à une chrysalide. Enfin, émergeant d'une chrysalide. Je crois en effet que ce sont les cellules du cerveau qui maintenant subissent l'opération. Ce serait la guérison du vieux chagrin, plus d'empreintes, la matière vierge. C'était si pathétique ce cri, dans ce rêve, ce cri qui a traversé des siècles, et combien d'autres. La sagesse est très sage, miséricordieuse vraiment, d'oblitérer la mémoire des hommes. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait pour moi. Peut-être parce qu'il fallait vraiment aller au fond. Maintenant que je n'écris plus, je pourrais écrire des romans plus beaux que ceux de Dostoïevski. C'était l'un de mes préférés amis avec Beethoven. Je disais que Beethoven était mon Dieu. Oh, il faut sortir de la poésie du désastre et de la musique du désastre. Même leur joie, entre guillemets, était sur un fond de désastre. 28 septembre 1984. Encore toute la matinée dans cet état d'immobilité, silence corporel. C'est une immobilité faite de silence. On pourrait dire une transparence. Un silence dans la matière. C'est peut-être l'état du chien qui dort sans dormir, je ne sais pas. C'est complètement immobile. Et ça ne dort pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois pas qu'aucun corps humain connaisse cela. C'est comme une nullité corporelle. Bon, il vaut mieux laisser sans chercher à savoir. C'est difficile de rester comme cela. On a tout de suite envie de se raccrocher à une sensation humaine ou à une perception quelconque, un sentiment quelconque qui vous donne le sens qu'on existe. C'est le sens de l'existence qui, je ne sais pas, s'effrite, se dissout, se dilue. Un homme de bon sens, entre guillemets, dirait que l'on devient idiot. Ça m'est égal. C'est curieux, c'est comme si je cherchais à retrouver une vieille misère. Point d'exclamation entre parenthèses. Faut-il qu'on soit bête? Ou plutôt, faut-il qu'on soit homme? Après-midi. C'est l'opération dans le cerveau. Le volcan dans le cerveau. C'est très terrible. Et pourtant, c'est divin. C'est tout à fait impossible. Et pourtant, ça se peut. Et c'est presque insupportable, mais ça se supporte. C'est inexplicable. Comment est-ce possible qu'un cerveau supporte ça sans voler en éclats? Quand ces poussées de magma brûlant montent à l'assaut du cerveau, c'est impossible à dire. Mère parlait de bouillie bouillante. Ah, je comprends bien. Mais ce qui est au-delà de toute explication, compréhension, c'est cette espèce d'impossibilité possible. Vers la fin, les vagues brûlantes se faisaient très très lentes, puis tout se stabilisait dans le cerveau comme une masse de feu étale. Rien ne bougeait, puis encore une
poussée très lente, et encore ce bain de magma brûlant immobile qui prenait tout le cerveau et en faisait une espèce de boule uniforme, je veux dire complètement compacte. Et rien ne proteste, rien n'a peur, rien ne murmure à aucun moment, rien n'appréhende. C'est étonnant, c'est miraculeux. Mais c'est difficile, cette poussée de lave brûlante à travers un truc si étroit. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans le cou, les nerfs du cou, que c'est le plus pénible. La transparence cellulaire du matin, je crois que c'est pour préparer cette invasion de feu. Pas du tout comme des flammes, du feu comme du magma liquide solide. Au bout d'1h15, 1h20, j'ai demandé grâce, j'ai dit pouce, et je me suis assis sur mon lit. Soir. C'est-à-dire que ce MM rend tout impossible. C'est le souverain de la science, de S majuscule. Je ne pourrai plus jamais, de quoi que ce soit, dire c'est impossible. Même la transformation de la matière physique de ce vieux truc est possible, à lettre capitale. Il y a ce que le divin veut, et puis c'est tout. Ce qu'il veut au moment voulu, c'est-à-dire que tout doit coïncider. Notre corps est enfermé dans un scaphandre d'illusions. Ce n'est pas la Maya des bouddhistes, c'est une Maya cellulaire, sanctifiée par la science. 29 septembre 1984, ça continue. Mais étrangement, cette lave, entre guillemets, ne me donne pas une sensation de couleur rouge. Quand il m'arrive de percevoir une couleur, c'est toujours bleu saphir. De la lave, bleu saphir, point d'exclamation. Quelquefois, il y a comme des nébuleuses dorées dans le bleu saphir. 30 septembre 1984. Vision. Extrait de mes bouts de vision. Cette nuit du 29-30 septembre, j'étais avec Indira Gandhi. Elle tenait ou m'offrait, je ne sais, un très beau verre de cristal. J'ai laissé tomber ce verre, et il s'est brisé en milliers de morceaux, littéralement en miettes. Et Indira était furieuse, tout à fait, d'une colère qui dépassait le fait stupide d'un verre cassé. Que symbolise ce verre? Dans mes bouts de vision, j'ai noté elliptiquement « Le changement commence dans l'Inde » et j'ai ajouté énigmatiquement « Ambassade, voiture étrangère », comme si je voyais une voiture étrangère sortir d'une ambassade. Je voyais même la plaque arrière de la voiture officielle. Note de bas de page, Indira sera assassinée le 31 octobre, soit un mois plus tard. Tous les jours, je retrouve ces mêmes fibres qui peinent. S'il y a un mental de la mort, il doit y avoir aussi un mental de la peine. Ce n'est pas le même. C'est plus subtil qu'un mental. C'est une sorte de vibration qui s'apparente à ce que l'on sent quand on a une blessure. C'est très physique, ce n'est pas cérébral. Ce sont comme des extrémités nerveuses, les ultimes radicelles des nerfs de la vie. C'est une blessure très dedans, un peu comme ce cri d'il y a des siècles. Mais il y a eu tant de cris à travers des vies oubliées, pas oubliées par ces filtres-là. C'est le cri que l'on a quand la base de la vie s'effondre, de la vie ou d'une vie. Cela correspond à un arrachement brutal. Cela laisse des marques qui semblent inguérissables. On meurt parce que l'on ne peut pas guérir cela. Il faut changer de vie dans la vie, changer la base de la vie sans en mourir. Je remonte à la source de l'agonie.
C'est probablement ce qu'est en train de faire ce torrent bleu. Il recrée la base de la vie. Il n'y a qu'à se laisser faire. Après-midi, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait un passage de la vie à la mort. C'est une densité immobile, c'est hyper dense et plus rien ne semble se mouvoir dans le corps, plus une sensation, plus un sentiment, plus une représentation, plus une aspiration, entre guillemets. C'est seulement une densité immobile où tout semble annulé, figé, je ne sais pas. C'est si dense et immobile qu'il n'y a même pas de place pour une prière, entre guillemets. Même le mantra semble s'éteindre, on ne sait pas. J'entends ma respiration, d'abord saccadée, puis presque imperceptible. Il n'y a pas de peur. On pourrait mourir, ce ne serait pas étonnant. Il n'y a même pas de place, entre guillemets, pour une image, entre guillemets, de mère de Sri Aurobindo. C'est effroyablement nul en lettres capitales et dense. Vraiment, comme si tout va s'éteindre. Oui, c'est comme une matière privée de tout sens d'elle-même. C'est un peu effrayant, entre guillemets, s'il y avait encore un sens qui permette de s'effrayer. Soir. C'est mon perroquet observateur qui regarde tout cela avec une certaine question, mais il n'intervient pas. Il est comme dans la hune d'un bateau qu'il ne comprend pas ou ne comprend plus. Il se dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça ne fonctionne plus selon sa connaissance. Maintenant, je me dis, ô Seigneur, c'est toi qui conduis. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien qui dit, entre guillemets. Plus tard, tout est comme ce doit être, et rien n'est comme cela devrait. C'est cette contradiction de la vie humaine qui est si désespérante, et l'aiguillon évolutif douloureux de son progrès. En fait, ce torrent bleu est une merveilleuse mécanique, entre guillemets. Il fait sortir tous les éléments de mort, tous les complices. Ça tue la mort sans tuer le patient. En tout cas, pas jusqu'à ce soir. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est du côté extraordinairement et merveilleusement mécanique de l'opération. Vision. Dans mes bouts de vision, cette nuit du 29-30 septembre, je creusais un canal à travers ma chambre. Et il me semble me souvenir que ce canal, souterrain naturellement, descendait vers les plaines, dans la terre.